Ça y est, ça démarre. Bonjour Jeanne Rousseau. Bonjour. Merci de m'accueillir chez vous à Bourgneuf-en-Retz. Avec plaisir. C'est avec plaisir. Alors, on va parler d'un sujet qui est très prisé par la communauté de l'eau, et puis j'imagine après par le grand public qui connaît pas la baignoire comme on l'appelle d'ailleurs, la baignoire de Jeanne Rousseau. Et donc nous allons parler de votre baignoire, de cette fameuse baignoire. Par quels moyens ou comment vous est venue cette idée de fabriquer cette baignoire, et surtout vers quelle époque vous avez commencé à fabriquer cette baignoire ou à concevoir cette baignoire? Je me suis intéressée au problème de l'eau pratiquement dès que j'ai terminé mes études de pharmacie. Tant que j'avais fait mes études, j'étais interne à l'Hôtel-Dieu de Nantes. Il y avait des périodes d'internat où on était absolument limité aux problèmes de laboratoire. Et je me suis intéressée à ce moment-là au problème de l'eau, sans savoir bien sûr où ça pouvait conduire. Il y avait des eaux qui étaient à peu près correctes, d'autres qui n'étaient pas. Ça n'allait pas plus loin. Bon. Quand j'ai terminé mes études, je me suis donc installée, et comme je m'étais intéressée au laboratoire, je me suis dit, je vais créer un laboratoire. J'ai créé un laboratoire, puis, ma foi, j'ai continué là aussi à m'intéresser au problème de l'eau. Et il y a une chose qui m'a beaucoup surprise, c'est que si on suit une même eau, comprendre les mêmes conditions, on ne trouve pas toujours les mêmes mesures. Et j'ai commencé à ce moment-là à raccrocher, si on peut dire, le problème des résonances cosmiques qui peuvent exister. Et ça n'allait pas plus loin à l'époque, mais j'habitais à ce moment-là à Candé, donc c'était en Maine-et-Loire. Quand la guerre a été terminée, mes parents habitaient ici. Et je suis venue ici et je m'intéressais au problème des marées, où j'ai constaté là aussi qu'il y avait une variation au moment de basse mer, et que cette variation était d'autant plus intense que le coefficient était plus fort. Je vous coupe, quand vous dites ici, c'est-à-dire dans la région nantaise? Oui, bien sûr, mais enfin, la maison de mes parents était ici. Donc, le dimanche, je venais toujours. Puis enfin, quand il y avait un petit peu de liberté, j'y venais aussi. Et je me suis donc intéressée à ce problème des marées, qui m'a tellement intriguée. Et je me suis dit, je vais essayer de me documenter sur la question. Et je m'étais adressée à l'Institut de physique du Globe, où j'ai été reçue par un certain professeur Coulon, auquel j'ai expliqué le problème et ses variations. Alors, je vous cite textuellement la réponse. Le phénomène des marées est un phénomène qui nous dépasse. On perd son temps quand on s'intéresse au phénomène qui nous dépasse. Si vous ne voulez pas perdre le vôtre, occupez-vous d'autre chose. Dans les mois qui suivaient, cet éminent personnage est devenu directeur du CNRS. Ça vous situe le problème. Il n'en reste pas moins que je continue à m'intéresser au problème de l'eau, et notamment quand je venais ici le dimanche, quand j'avais un peu de liberté, je recueillais des eaux de pluie directement. Et je constatais alors ces variations d'eau de pluie, une tendance vers l'alcalose quand on est dans les périodes de nouvelle lune, l'acidose au contraire quand on est en période de pleine lune. Ça n'allait pas plus loin. Et c'est également à cette période qu'est venu à Nantes ce représentant des eaux de Welling qui m'a parlé de Louis-Claude Vincent. Alors, il est évident que quand j'ai eu en main la technique de Louis-Claude Vincent, ça a développé considérablement ce que j'avais avant. Et je me suis dit, au fond, ce problème de l'eau, on n'y connaît rien.
Et j'avais relevé aussi ce qui se passait au moment des crises douloureuses de l'organisme sur le plan urinaire et sur le plan salivaire. Et je constatais des variations extrêmes qui s'inversaient brusquement au moment des crises douloureuses. Tout ça, ce sont des choses qui m'ont intriguée, sans que je puisse vraiment, à l'époque, trouver vraiment des conclusions. Puis, je me suis dit, mais au fond, qu'est-ce que c'est qu'une eau miraculeuse? Alors, à une période de vacances, donc, c'est une quinzaine de jours, à Font-Romeu, il y avait 2 sources miraculeuses, source de l'Ermitage et la source Saint-Pierre. Alors, j'ai mis en parallèle ces 2 sources avec 2 autres sources qui ne l'étaient pas. D'un côté, PH7. L'autre, les autres, 6, 5, 6, 4, 6, 8, c'était variable. Je me dis, qu'est-ce que c'est encore que ça? Puis, ça s'est trouvé là aussi au moment d'un solstice d'été. Alors, brusquement, pour les 2 sources miraculeuses, la résitivité électrique n'était plus mesurable. Stupéfaction. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Ça a duré 3 jours, puis ça a repris. Seulement, toutes ces choses-là, pour moi, s'accumulaient et ça me faisait poser des tas de questions auxquelles je ne trouvais pas de réponse. Et au fond, l'idée de la baignoire est venue de cette étude des sources miraculeuses. Je me suis dit, au fond, j'aurais pas un PH7, bien sûr, mais si je fais 2 tourbillons en sens inverse, et évidemment de même vitesse, je devrais avoir quelque chose. Et effectivement, en général, ce sont des réactions éliminatoires qu'il y avait. Seulement là aussi, j'ai été bloqué par le Conseil de l'ordre. Alors, avant justement de parler de pourquoi vous avez été bloqué, je voudrais qu'on reste sur la conception justement de la baignoire. Donc vous dites là pour le moment très naturellement, j'ai eu l'idée des 2 tourbillons, mais pourquoi avoir eu l'idée de 2 tourbillons? Merci. Pour arriver à faire une zone neutre, si on peut dire, entre les 2, tout comme j'avais constaté la neutralité des sources miraculeuses PH7. Alors je me suis dit là, ce ne sera pas un PH7, mais j'aurai quand même quelque chose d'équivalent de chaque côté. Oui, mais quelles sont les caractéristiques alors d'un tourbillon qui vous a amené à vous dire c'est de 2 tourbillons que j'ai besoin? Si, de toute façon, pour avoir... si on part d'un seul tourbillon, il faudrait à ce moment-là prendre les mesures dans l'axe quand il change de sens. Ouais. Seulement là, c'est pas pratique. Ouais. Tandis que si vous avez 2 tourbillons avec entre les 2 un espace à peu près comme ça, vous pouvez prévoir dans la zone centrale tout ce que vous voulez. Alors, je vais reposer ma question autrement. En fait, ce que je voudrais comprendre, c'est quelle serait la caractéristique que vous connaissiez d'un tourbillon, parce que ceux qui nous écoutent ne connaissent pas les caractéristiques d'un tourbillon. Ce qui caractérise un tourbillon, entre autres, ça va être que c'est déjà c'est un mouvement, qu'il est soit dans un sens, dites-moi si je me trompe, d'extrogir ou lévogir. Voilà. Et donc, là, vous en parlez, c'est naturel, tiens, j'ai besoin de 2 tourbillons, vous parlez comme si vous étiez un mécanicien, tiens, j'ai besoin de telle pièce parce que je vais arriver à mes fins. Alors, pour être beaucoup plus clair et essayer de vous poser une question pour que vous puissiez répondre à mon étonnement, ça serait... Quelle est l'action d'un tourbillon sur l'eau? Donc, quelle est l'action d'un tourbillon sur le pH de l'eau? De toute façon, si le tourbillon, si vous avez un tourbillon unique, s'il est extrogir, vous déviez vers l'acidose, s'il est lévogir, vous déviez vers l'alcalose. Mais si vous avez les 2 ensemble, eh bien, à ce moment-là, vous avez une zone qui ne sera pas forcément un pH rigoureusement 7, mais qui sera équilibré entre les 2.
Donc en fait, vous avez découvert pendant vos nombreuses recherches, vous avez découvert que l'action du tourbillon, c'était ce que vous êtes en train de nous dire, c'est-à-dire que soit on va vers l'acidose, soit on va aller selon le sens du tourbillon. Mais c'est à quelle occasion vous avez fait ces découvertes? C'est dans l'étude du mécanisme de la douleur, où vous avez d'une part, que j'ai pas bêtise, d'une part, c'est sur le plan urinaire, une acidose excessive, sur le plan salivaire, une alcalose excessive, puis brusquement l'inverse. Et vous pouvez les relever également ces variations lors de séismes, quand il pleut, bien sûr, parce qu'il faut toujours de l'eau. Mais enfin, là aussi, on passe d'un extrême à l'autre. Alors, il y a des séries graphiques là-dessus. C'est vrai que je me souviens, lors de la première interview que nous avions eue ensemble en 2009 dans le cadre d'un projet qui s'appelait L'eau la médiatrice, vous nous parliez que vous aviez étudié la douleur, effectivement. Donc ça voudrait dire, si je vous comprends bien, c'est que parmi vos recherches concernant la douleur, vous avez compris l'action d'un tourbillon. Et je me souviens aussi que vous parliez que dans le corps humain, justement, il était animé de tourbillons, que le sang était animé de tourbillons. Et si je vous comprends bien là, par rapport à la douleur, en fait, la douleur viendrait d'un changement de sens du tourbillon. Comment je pourrais dire? De blocage. Ah, c'est un blocage. Une sorte de blocage. Là aussi, je reviens à ce qui se passe dans la nature. Je disais tout à l'heure que l'orbite terrestre est donc comprise entre deux tourbillons de sens inverse. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Parce que l'atmosphère est composée d'oxygène et d'azote. Bon. L'azote, pris entre ces deux tourbillons de sens inverse, et également en présence d'eau, devient silice. Et la silice est l'élément qui permet d'avoir cet équilibre entre les deux. Voyez-vous. D'ailleurs, si vous faites des comparaisons sur le plan microscopique de structures de plantes, de mêmes plantes bien sûr, cultivées chimiquement ou cultivées biologiquement, vous constatez quoi? C'est que dans la structure chimique, vous avez en général des cellules qui sont plus grandes, mais qui sont brisées. Les structures sont brisées. Autrement dit, ça ne fonctionne pas normalement. Or, c'est ce dysfonctionnement de l'organisme qui est à l'origine de la douleur. Et actuellement, toutes les technologies actuelles ne tiennent pas compte de cette modification de l'environnement, parce que cette modification, je l'ai relevée dans l'eau, bien sûr, mais elle existe dans l'atmosphère. Alors, vous avez par exemple l'air jacquier, qui fait tourner l'oxygène dans l'eau pour le faire respirer. Qu'est-ce qu'il fait? Puisque là aussi, ça tourne dans l'eau. Vous avez une structure qui s'était détruite et qui est remplacée par l'appareil. Vous avez, comment il s'appelle? Je ne peux pas trouver son nom. Dans le Nord. Il y a un système au point aussi. Il y a des ordinateurs, certains appareils électriques pour essayer de reconstituer aussi une atmosphère normale. Au fond, dans les conditions de vie actuelles, on vit dans une anomalie qui fausse le problème. Alors, évidemment, on cherche des remèdes, mais le remède, en réalité, il faut le prendre à l'origine de ce qui provoque cet inconvénient. Et ça, on n'y pense pas. Je crois que l'industrie pharmaceutique a faussé les problèmes.
Est-ce que vous arrivez jusqu'à dire qu'en fait, peut-être même que c'est dans leur intérêt de le fausser pour justement vendre leur chimie par la suite? Exactement, c'est ce que je pense. D'ailleurs, je crois que généralement, les semenciers qui fournissent la semence pour l'agriculture sont aussi les mêmes qui font les médicaments. Oui. Donc ça va dans le sens que vous êtes en train de dire. Alors, à quelle époque vous avez donc eu cette idée de baignoire et dans quel contexte étiez-vous voilà. Je suis venue ici, je suis venue ici en 66. Eh bien, j'avais cette idée de baignoire en tête depuis environ 2 ou 3 ans. Et au fond, à l'origine, ça a été cette constatation d'équivalence des potentiels de sources miraculeuses qui m'a fait dire, mais enfin, et si on réalisait quelque chose... Alors je suis donc venue ici en 66, et bien... La baignoire a dû être construite vers 68, 69, quelque chose comme ça. Seulement, ça n'a duré qu'un temps très court, puisque j'ai été interdite sous menace de poursuite judiciaire. Alors, est-ce que justement vous pouvez nous en dire un peu plus pourquoi vous avez été interdite Alors déjà, est-ce que vous avez obtenu des résultats probants? Et est-ce que les deux sont liés? De toute façon, je n'avais pas l'intention de faire un exercice illégal de la médecine. J'avais contacté le médecin d'ici, je lui avais expliqué le système, et je lui avais dit je n'en recevrai pas de clients sans qu'il y ait une autorisation de votre part. Seulement là aussi, ça n'a duré qu'un temps très court, parce qu'il a été bloqué par le Conseil de l'Ordre. Mais pour quel motif? Parce que ça dépasse l'entendement du Conseil de l'Ordre d'utiliser de l'eau qui tourne pour soigner quelque chose. C'est invraisemblable. Ouais. Vous me rappelez un peu ce qu'on nous avait dit un peu pour l'eau dynamisée de Marcel Violet, et qu'en fait il n'avait pas pu. Alors c'est Marcel Violet lors d'une conférence qui le dit lui-même, qui dit. D'ailleurs, vous l'avez rencontré, Marcel Violet? Oui. Parce que je sais qu'il a rencontré Louis-Claude Vincent. C'est son fils qui nous avait dit qu'ils avaient rencontré. Et Marcel Violet qui dit dans une conférence qu'il n'avait pas obtenu le remboursement par la sécurité sociale de son procédé, donc en gros dynamiser de l'eau, parce que pour la sécurité sociale, si une société, quelqu'un veut que son produit ou son procédé soit remboursé, il faut qu'il y ait quelque chose, il ne faut pas que ce soit seulement de l'eau. Donc ça rejoint un peu... C'est ça le système. Et son problème, c'est que dans son eau dite dynamisée, il n'y avait aucune substance. Il n'y avait rien. Donc les gens de la sécurité sociale, alors je ne sais pas comment ça s'organise, ne pouvaient pas concevoir rembourser quelque chose alors qu'il n'y avait rien et que c'était que de l'eau. Donc ça rejoint exactement vous, évidemment, avec la baignoire. Alors ma question, c'est parce que j'ai eu des échos quand même avec la baignoire, comme quoi vous aviez réussi à des sacrés résultats sur des gens qui avaient parfois des maladies dites incurables. Déjà, quand vous dites ça a duré un tout petit temps, combien de temps ça a duré précisément? Et est-ce que vous pouvez nous donner des anecdotes d'expériences de gens qui avaient des pathologies, pour que le public se fasse une idée quand même de la force de cette baignoire? De toute façon, voyez-vous, les potentiels qui sont créés, puisque elle était à 90 tours minute, dépassent le rythme normal, puisque c'est 72. Au fond, vous provoquez à l'extérieur du corps et à froid, pendant un temps très court, le mécanisme de la douleur. Mais vous ne ressentez pas la douleur, ça fait quoi? Des blocages. Ah, c'est très intéressant ce que vous dites. Et
parce que alors moi évidemment je l'ai testé et il se trouve que ça m'est très très difficile, voire impossible de le faire dans l'eau froide et que je préfère le faire dans l'eau tiède. Alors quelle serait la différence entre l'eau froide et l'eau tiède? De toute façon, là aussi, ce que j'ai cherché surtout, c'était l'inverse du phénomène de la douleur. Parce que dans un cas douloureux, quel qu'il soit, vous avez presque toujours de la fièvre. Et là, j'ai cherché l'inverse. Et au fond, j'ai été inspirée aussi par les deux sources de Font-Romeu, 4 degrés, les deux, pH 7. Donc si je vous suis bien, Jeanne, ça veut dire que pour prendre correctement votre baignoire dans l'idée dont vous l'avez conçue, il faudrait la prendre froide. Oui, ici, l'eau est en général vers 16 degrés. Donc c'est bien, ça faudrait la prendre froide. Donc écoutez, la prochaine fois que j'aurai l'occasion de la retester, j'essaierai de la prendre froide. C'est très très intéressant ce que vous dites, parce qu'en plus j'ai vraiment quelque chose par rapport à la douleur, donc je comprends maintenant pourquoi je n'arrive pas à. C'est très très fort en fait. Je vous dis, on vit dans une atmosphère faussée, parce que pratiquement l'atmosphère est électrisée par tous les appareils qu'on a. D'accord. Alors qu'en réalité, elle est équilibrée entre électricité et magnétisme. Et magnétisme. Ouais. Alors c'est cet équilibre au fond que vous avez entre les deux. Et vous avez très certainement aussi une polarité au point de vue du corps humain. Le côté électrique doit être le côté du cœur et le côté magnétique, le côté du foie. Autrement dit, là aussi, on a intérêt dans la baignoire à être dans cette position et dans ce sens-là. Sans des aiguilles d'une montre électrique, sans inverse magnétique. C'est un équilibre électromagnétique, je vous dis, que vous réalisez pendant un temps très court, mais au fond, pendant ce temps très court, vous avez réalisé aussi le mécanisme de la douleur pour provoquer une élimination. Parce que le déblocage sur le plan intestinal, ça y m'a été signalé un certain nombre de fois. D'ailleurs, moi aussi, j'en avais fait l'expérience. Est-ce que quelque part, là, à vous écouter parler, il me viendrait que c'est un peu comme si on provoquait artificiellement un électrochoc, entre guillemets, au corps pour qu'il se remette, parce qu'il a mal quelque part, il a une pathologie particulière, et en fait, c'est comme si on lui faisait un électrochoc, mais complet, pour le restimuler et lui. Oui, pour effectuer un déblocage. Ah, super. Et alors, est-ce que vous avez... Alors, je vais revenir par rapport à ce que vous avez dit, parce que ça m'intéresse, là, dans l'atmosphère. Donc, est-ce que ça voudrait dire que finalement, aujourd'hui, c'est déséquilibré, l'atmosphère, si je vous suis bien, on est trop dans une atmosphère électrique, alors qu'on devrait être dans une atmosphère électrique et magnétique. Donc ça voudrait dire, et c'est votre inspiration de ces deux hélices à l'intérieur de la baignoire. Donc ça serait de recréer certaines polarités qu'on retrouve d'ailleurs dans le corps humain, comme vous êtes en train de l'expliquer, entre le cœur et le foie. Est-ce que ça expliquerait finalement le phénomène du vent? Ça joue certainement un rôle. Ouais, d'accord. Oui, parce que là aussi, quand il doit y avoir un excédent trop marqué d'un côté ou de l'autre, ça détraque. Alors, en fait, je pense au vent parce que ça me fait penser au mouvement, et que ce qui caractérise la baignoire, c'est qu'elle est en mouvement. Donc, pour qu'il y ait un équilibre constant, d'ailleurs, il faut qu'il y ait un mouvement, plutôt un échange constant entre les deux polarités. Donc c'est pour ça que je vous pose cette question-là. Et j'ai une autre question suite à l'expérience, les nombreuses expériences qu'a fait Florent Pommier, qu'il faut préciser, après bien des années, a pris vos plans
de la baignoire qui existe dans le domaine public d'ailleurs, hein. Et il est un des rares en France à avoir pris les plans et puis à avoir fait scrupuleusement et en restant en contact avec vous, donc la baignoire dans un sens vraiment, enfin comme vous l'auriez fait. Et il m'a expliqué, donc il l'utilise évidemment pour son usage personnel, et il m'a expliqué certaines expériences assez intéressantes, c'est que il a ressenti des effets même sans l'eau, juste avec avec les rotations des hélices. Comment vous l'expliqueriez-vous, ça? De toute façon, l'atmosphère elle-même, à l'état normal, je dois dire, c'est un mouvement tourbillonnaire qui l'anime. Alors là, vous êtes au-dessus, vous n'êtes pas dans l'eau, bien sûr, mais le mouvement se transmet à l'air, ça reste pas... Non, c'est pas surprenant. Ça ne vous surprend pas? Il est possible, je dis possible parce que j'ai pas fait l'expérience, il est possible que l'action soit moindre, mais il est possible aussi que si pour certaines personnes la baignoire n'est pas supportable du fait de la température, on peut peut-être obtenir un résultat. Mais enfin, là je mets un point d'interrogation parce que je ne sais pas. Mais enfin, ça paraît logique. Ça paraît logique. Un enfant, par exemple, qui ne supporterait pas la violence des tourbillons, parce que c'est quand même violent. Mais s'il respire au-dessus alors que la baignoire tourne, il est possible que... en tout cas, ça ne peut pas faire de mal. Ça, c'est une chose certaine. Donc, si je comprends bien ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire que l'enfant n'aurait pas besoin, en fait, de se mettre à l'intérieur de la baignoire, mais juste rester à côté, de respirer... De rester bien au-dessus, dans l'intervalle des deux tourbillons. Voilà, ce qui est important, c'est de rester dans l'intervalle pour que les gens se fassent une image de ce que nous sommes en train de dire. Donc, c'est en fait qu'il soit... Si on regarde la photo de la baignoire du dessus, c'est d'avoir en fait dans l'espace qui est délimité par les deux barres, qui permet entre autres d'ailleurs de se tenir, mais on peut aussi éviter de se tenir parce que j'ai vu que Florent ne se tenait pas à force. Il a compris comment ne pas se. C'est fort possible. C'est fort possible. Oui, il a, dans les images qu'on voit d'ailleurs dans le film, on le voit sans se tenir sur les deux barres et il est arrivé. Je suis très étonné d'ailleurs de le voir parce que je croyais qu'il fallait impérativement se tenir parce qu'il y a un tel mouvement. Non, alors je voudrais rebondir sur. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de pathologies dont vous avez vérifié? Donc, pendant combien de temps vous avez pu quand même faire des expériences, en tout cas vous avez vraiment accueilli des gens et ensuite vous les avez comment dire? Ça a duré que quelques mois. Ça a duré quelques mois. Ça a duré que quelques mois. Ça a été interdit très vite. Mais enfin, en général, pour les uns ou pour les autres, vous avez un déblocage, soit urinaire, soit intestinal, et quelquefois les deux. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples justement parce que là moi ça me parle pas, donc je comprends le blocage urinaire ou le blocage intestinal. Par quelques connaissances que je peux avoir dans des médecines alternatives, je sais que les intestins c'est parfois même considéré un peu comme le cœur. Enfin c'est là où vraiment le cœur entre guillemets du corps dans le sens des maladies. Est-ce que vous pourriez nous donner des cas de maladies dont la source serait soit un blocage urinaire, soit un blocage intestinal, pour que ce soit un peu plus clair pour nous? De toute façon, je crois qu'il y a quelques cas qui sont cités. Autant je me souviens. Il y a des fiches d'établis. Ah oui. Ah oui, d'accord. Donc là, vous avez des comptes rendus d'observation, d'accord. Et est-ce que vous avez donné justement ces comptes rendus d'observation, donc ces comptes rendus qu'on va mettre aussi, qu'on peut mettre disponibles sur Internet, les comptes rendus, c'est public ça aussi? Ou non? On ne citera pas les noms. Non, on ne citera pas, mais il n'y a pas les noms ici.
Il y a les noms des personnes? Je ne me rappelle plus de ce qui est. Non, mais ah oui. Non, on mettra. Oui, bien sûr. On mettra pas les noms. Ah oui, j'avais pas vu que vous y avez les noms. Ah oui, d'accord. Oui, non, mais vous êtes scientifique, hein, c'est très scrupuleux, enfin très méticuleux, voilà. Non, on mettra pas les noms. On mettra des Monsieur Lambda, etc. C'est juste pour que on puisse se faire une idée sur. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que quand vous avez donné parce que là, vous avez, il y a des gens que, bon, alors, je regarde vite fait, donc par exemple des gens qui souffraient d'arthrose du genou, troubles circulatoires, des varices, il y a de l'hypertension, vous avez des calculs biliaires, troubles post-traumatiques du rythme cardiaque, irritabilité nerveuse, etc., etc. Enfin, il y a vraiment plein d'exemples que Jeanne vient de me donner, donc de maladie de Parkinson, obésité. Donc tous ces gens-là, vous les avez traités, donc on voit que quand même les pathologies sont quand même vraiment diverses. Les résultats incontestables. Quelle est la limite? Je ne la connais pas, puisque j'étais interdite. Mais enfin, il y a des résultats incontestables. Mais il est certain que dans tous ces troubles pathologiques, il y a un ensemble de conditions de vie qui jouent un rôle. D'abord, sur le plan alimentaire, ça aussi, les cultures chimiques et tout le bazar. Et puis, sur l'environnement, parce que les technologies actuelles faussent ce problème d'environnement. Les lignes à haute tension, tous les appareils, ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'il faut tout supprimer. Mais ça veut dire aussi que ceux qui ont mis au point certains appareils pour rectifier certains inconvénients, là aussi, on leur tombe dessus, ça ne sert à rien, c'est des frais inutiles, etc. Est-ce que finalement on peut aussi se dire que votre procédé, puisqu'on vous utilisez l'eau, est-ce que déjà, ça remet en cause déjà la science elle-même, parce que tout d'un coup quelque chose, il faut qu'ils retravaillent sur l'eau, il faut que ça change leurs habitudes, et on sait comment. La science est à revoir, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. La science est à revoir, mais c'est là où c'est la difficulté aussi de la science, c'est qu'elle a tout sauf envie de se revoir. Et puis surtout, en termes de profit, votre solution, en termes de profit, elle est plutôt catastrophique. Hein. Oui. Donc on pourrait presque dire qu'on a arrêté votre procédé sans vous laisser vraiment le temps d'expérimenter sur des années. Évidemment, je ne connais pas les limites. Ouais, par un concours d'intérêts croisés entre ceux qui veulent avoir du profit par rapport aux maladies. Dérange, c'est ça. Voilà. Et puis ça dérange. Ça dérange, voilà, ça dérange Et ça ne sert pas l'industrie pharmaceutique. Là, vous alliez empêcher de faire tourner l'entreprise pharmaceutique. Je crois qu'il y a une dérive. Quand j'ai débuté pour exercer la pharmacie, j'ai débuté en 1940. Et bien, à ce moment-là, c'était des préparations. Je ne dis pas qu'il n'existait pas de spécialité, mais c'était absolument minime. Dans un petit placard, vous pouviez loger toutes les spécialités. Mais il y avait eu une évolution absolument formidable. Formidable. Parce qu'au fond, tout ce qui était préparation, c'est devenu des produits conditionnés d'une manière ou de l'autre. Est-ce que les propriétés sont vraiment les mêmes? Je vais vous citer par exemple un cas. Dans les produits fortifiants, dans les préparations, quand j'ai débuté vers 1940 et quelques années, il était souvent utilisé, non pas à l'état pur, mais ajouté à d'autres produits pour atténuer le goût, il était souvent utilisé de la teinture d'aloès. Alors, je dois dire que la teinture d'aloès, si vous en mettez une goutte sur la langue, ça vous fait dresser les cheveux sur la tête, tellement c'est amer. Bon, ça n'existe plus maintenant, toutes ces préparations. Mais il existe des gélules d'aloès.
Par curiosité, j'ai acheté un tube de gélules. J'ai ouvert les gélules. Je me suis mis sur la langue. Aucun goût amer. Il existe un gel d'aloès utilisé en usage externe. Par curiosité, là aussi, j'ai acheté un tube. Et puis, je me suis mis juste une trace sur le bout de la langue. Il n'y a pas de goût amer. Alors, est-ce que les propriétés sont les mêmes? Je crois que là aussi, on néglige l'action de l'eau. L'eau joue un rôle dans la qualité des produits, qu'il s'agisse de l'aloès, qu'il s'agisse des légumes, des pommes de terre ou des carottes ou des choux, tout ce que vous voudrez, ou des salades. Mais là aussi, il y a quelque chose. Vous faussez une qualité, et cette qualité faussée de l'eau fausse la qualité du reste. Alors si vous desséchez complètement, alors là, qu'est-ce qui reste? Voilà. Ça m'a laissé perplexe, cette histoire d'aloès. Ça fait quelques mois que je fais ça pour me rendre compte. Alors j'ai une question par rapport justement, parce que vous êtes une des rares personnes que je connaisse qui a rencontré Marcel Violet, qui est un peu comme vous aussi très respecté, parce que vous êtes les pionniers, je dirais en France, à avoir fait des recherches sur l'eau. Est-ce que vous avez, parce que j'imagine qu'à votre époque, encore plus peut-être qu'aujourd'hui, je ne sais pas, hein, j'ai du mal à me faire une idée, mais vous étiez peut-être encore moins nombreux à faire des recherches sur l'eau. Est-ce que vous avez cherché justement, alors vous m'avez dit tout à l'heure que vous aviez rencontré Marcel Violet, parce que ce qu'il faisait était quand même si c'est pas seulement son invention, mais il y a aussi d'autres personnes avant lui qui avaient déjà fait avancer cette recherche, et que lui, il l'a formalisé et puis il l'a mis en matière grâce à son procédé. Est-ce que vous avez essayé son procédé? Est-ce que vous avez essayé de travailler avec lui? Non. D'où ça vient que vous n'avez pas essayé de travailler avec lui? Non. Alors évidemment, j'entends par là que vous, avec Louis-Claude Vincent, vous auriez peut-être été intéressé à travailler sur ce procédé où quelqu'un montrait que qu'avec l'eau, on pouvait aussi se soigner correctement. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Évidemment, ce problème de l'eau a intéressé Louis-Claude Vincent, et lui-même a essayé de s'élever contre tous les traitements qu'on fait subir à l'eau, parce qu'on la dégénère complètement. Mais non, j'ai pas. Mais justement, si vous connaissiez, est-ce que j'imagine que vous connaissiez le travail de Marcel Violet, et puisque vous alliez, me semble-t-il, dans le même sens, dans la mesure où vous étiez amené à. Il y a une orientation, bien sûr, qui va dans le même sens. Voilà, et donc je suis étonné que vous n'ayez pas pensé, ou que ça vous venait pas de vouloir travailler ensemble. Non, ça j'ai pas pensé. D'accord. J'ai pas pensé. D'accord. Donc vous l'avez rencontré à quelle occasion en fait, Marcel Violet? Je ne m'en souviens plus. Très probablement lors d'une réunion quelconque, mais où et quand, je ne sais plus. D'accord. On va revenir sur la baignoire. J'aimerais que, un peu comme quand vous nous avez expliqué pour les deux tourbillons, là vous avez parlé que vous aviez réglé la vitesse à 50 tours minute. 90. Ah oui, pardon, 90 tours minute. Est-ce qu'il y a une raison à cela? Il y a une raison à ça. Parce que je voulais obtenir une modification des caractéristiques bioélectroniques de l'eau. Alors, pour arriver au stade de départ, bien sûr, une nette différence entre la droite et la gauche, il fallait que j'arrive vers 90. Maintenant, là aussi, il y a une question qu'on peut se poser. Évidemment, l'eau que j'ai utilisée, à l'époque, était correcte, elle n'était pas polluée comme maintenant par les pesticides et tout le reste. Mais enfin, avec une résistivité assez faible. Je ne me rappelle plus des chiffres d'ailleurs. Est-ce qu'une eau autre, parce que si on pense au fond
aux sources miraculeuses, qu'il y avait des résistivités de l'ordre de 20 000 hommes. Là aussi, on ne les faisait pas tourner. Mais elles étaient équilibrées au point de vue pH. Il y avait autant de positifs que de négatifs. Alors, il est possible, là aussi, que la qualité de l'eau puisse jouer un rôle. C'est possible. Selon ça, je n'ai pas l'expérience de la question. Je me suis servi, bien sûr, de ce que j'avais. J'étais propriétaire du terrain en face. Je ne suis plus maintenant, mais enfin. Et c'est sur ce terrain que j'avais capté de l'eau, que, bien sûr, je l'avais soumise d'ailleurs à différentes analyses, et également par l'intermédiaire d'un laboratoire pour avoir tous les renseignements nécessaires. C'était une eau assez chargée, si on peut dire, en minéraux, mais enfin, elle était exempte de pesticides, de produits chimiques, ce qui serait certainement pas le cas maintenant. Pour continuer, parce que moi je suis pas du tout dans votre domaine, hein, je cherche vraiment à comprendre comment on peut concevoir et mettre au point. Je pourrais vous l'expliquer pour un film, mais je peux pas vous l'expliquer pour la baignoire, entre autres, parce que là c'est vraiment un travail de recherche. Donc j'essaie de me mettre à votre place et je me dis comment vous pouvez arriver. Alors vous faites des tests pour définir le nombre de tours par minute, et que tout d'un coup vous arrivez à ce chiffre 90. Est-ce que vous avez essayé à 85 puis les résultats n'étaient pas corrects? Au stade de départ, j'étais vers 50, 60, okay. Mais je n'avais pas, dans la zone médiane entre les deux tourbillons, je n'avais pas la différence que je voulais avoir. Bon, ce que je cherchais à provoquer, c'était des réactions éliminatoires. C'est ce qui a motivé, au fond, le rythme que j'avais adopté. Et là, c'est à ce moment-là que vous êtes enfin arrivé à cette cadence de 90 tours minute, et vous avez trouvé Et donc, en fait, encore une fois, si votre inspiration ou votre certitude, je ne sais pas comment, mais je préfère votre intuition de départ, c'était il faut que dans cette zone, j'arrive à avoir un équilibre. Ouais. Provoquer une réaction éliminatoire pour revenir à un état d'équilibre. Ok. Voilà. Et c'est un peu comme on parlait tout à l'heure. Dans tous les phénomènes de la douleur, vous avez des potentiels excessifs et inverses. Bien, là, j'ai cherché à avoir cette inversion excessive par rapport au corps humain pour provoquer des réactions éliminatoires. C'était mon objectif. Et alors, ça voudrait dire que en fait, la douleur, voilà, c'est soit, en fait, c'est soit trop dans un sens, soit trop dans l'autre. Donc, ça veut dire que le point commun, c'est qu'il y a un déséquilibre. En même temps. Ou les deux en même temps. Un excédent positif d'un côté, un excédent négatif de l'autre, puis la réaction éliminatoire. Voilà, le croisement. Avec l'action de la baignoire. Oui, mais dans l'état de la douleur même. Sans qu'il y ait de baignoire. Quand il y a douleur, vous avez une réaction éliminatoire. Ah d'accord. Et c'est ce terme réaction éliminatoire que je comprends pas. Mais ça élimine quoi en fait? Excusez-moi, je comprends pas Qu'est-ce que vous appelez par réaction éliminatoire? En général, vous avez des urates la plupart du temps. Des urates. Et c'est de l'acide urique. Ah, c'est de l'acide urique. Ah d'accord. Mais pour toute forme de douleur au niveau du corps, vous voulez dire? Ma foi, souvent l'acide urique. Oui. Quelquefois du phosphate ammoniaco-magnésien. Ça peut dépendre des cas, et aussi de l'alimentation des gens. Ça, je sais pas. Là, je ne serais pas capable de faire vraiment tout un circuit. Mais enfin, j'ai du rate. Alors donc, c'est un peu comme si je vous écoute, ce que j'essaie de comprendre, c'est que le corps, dans l'idéal, le corps humain, qui est une machine fantastique, a été conçu au départ par nous ne savons pas qui, et dans l'idéal, c'était évidemment dans une atmosphère qui soit
équilibré. Donc finalement, comme nous n'avons plus cette condition idéale, puisque finalement la maladie, entre guillemets, est à l'extérieur déjà, elle est là à observer. Si en plus on rajoute des facteurs qui sont des facteurs, tout simplement une mauvaise hygiène de vie, une mauvaise alimentation, donc tout ça... ça s'accumule, et qu'à un moment donné, en fait, on a besoin, et entre autres la baignoire à cette action-là, de permettre. Il faut évacuer. Voilà. Oui, c'est un peu. Alors, je vais prendre une image. Je sais pas si ça va vous parler, mais en tout cas moi, ça me parle parce que je travaille beaucoup avec l'ordinateur. Mais c'est de ce que vous êtes en train de me dire. Tout d'un coup, c'est en train de m'évoquer que pour un ordinateur, c'est un peu comme si vous faisiez, c'est un mot anglais, un reset. On débranche tout et on remet tout. C'est-à-dire qu'on remet les choses, les pendules à l'heure, en fait. Gabriel Viau avait installé la baignoire à Saint-Étienne-de-Mer-Morte. Puis j'étais donc menacée de poursuite judiciaire. L'association n'existerait sans doute plus. Ah oui. Oui, j'étais dégoûtée complètement parce que j'avais créé quelque chose ici pour interdiction, menace de poursuite judiciaire. Gabriel Viau avait remonté l'affaire à Saint-Étienne-de-Mer-Morte. Alors là aussi, même histoire, interdiction, menace de poursuite judiciaire, convocation à la gendarmerie. Je fais partie des éléments suspects de la société. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et justement, après vos problèmes avec la baignoire, vous avez rebondi comment? Comment vous l'avez vécu après, finalement? Difficilement. Là aussi, il y a eu des circonstances qui ont joué un rôle. Parce que j'ai été contactée, c'était pas tellement longtemps après avoir été interdite ici, pour devenir maire de Bourgneuf. S'il y a une chose à laquelle j'avais jamais pensé de ma vie, c'est encore bien celle-là. Je dis, mais vous rêvez, plus je connais rien dans les histoires de mairie, j'ai été cramponnée de tous les côtés. J'ai dit non, j'ai dit ni oui ni non, j'ai fini par dire oui. Et j'ai été maire de Bourgneuf, donc j'ai fait un mandat entier. J'ai été réélu pour un second. Et là, j'ai donné ma démission. Il y avait d'abord quelques problèmes. Puis ensuite, ma mère était sur les derniers temps de sa vie. Je voulais m'occuper d'elle. Mais de 71 à 79, j'étais maire de Bourgneuf. D'accord. Donc ça a été après l'histoire de la baignoire. Oui. Je voudrais vous poser deux dernières petites questions par rapport à la baignoire. On peut remarquer quand on regarde les images,
on va dire, en hauteur, hein, quand on regarde bien les mouvements de la baignoire, on voit justement avec ces deux tourbillons, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, un qui va dans un sens et l'autre va dans l'autre sens. Donc on va parler, si on parle de façon scientifique, dans un sens d'extrogir et dans un sens lévrogir. Après, ça peut être intéressant. Je sais que quand ça va dans un sens, ça a des particularités, et quand ça va dans l'autre sens, ça a aussi des particularités. Vous pouvez me rappeler un peu, est-ce que par exemple le sang n'a pas une tendance à aller dans un sens plutôt qu'à un autre? Le sang par exemple, ou d'autres exemples? Et ça aussi, ça a été relevé, le sens des tourbillons du sang. Je me souviens plus là aussi du nom de l'auteur. J'ai dû lire ça quelque part dans un numéro de Source Vitale, je ne sais plus lequel. Mais là aussi, je pense que le problème est le même que pour la baignoire. Il est probable que le sens de l'aller n'est pas le même que le sens du retour. Et quand il y a justement un excédent de l'un par rapport à l'autre, au niveau des articulations surtout, vous avez un blocage. Et les particularités, par exemple, du sens d'extrogir, est-ce que, par exemple, je crois que la vie correspond mieux à un certain sens que dans un autre, non? Ça semblablement un équilibre. C'est comme dans les problèmes cosmiques. C'est-à-dire un équilibre entre le magnétique et l'électrique, un équilibre entre les deux. Donc, et là aussi, le jour et la nuit jouent certainement un rôle. Le sens n'est certainement pas le même aussi. Au fond, il y a tout un problème d'électricité, un problème de mouvement plutôt, qui conditionne les conditions de vie. Et ça c'est une chose dont on ne tient absolument pas compte. D'ailleurs, quand on réfléchit un tout petit peu, à force finalement de se regarder le corps, on en oublie que ce corps est tout le temps en mouvement, parce que finalement il y a toujours la circulation sanguine, et heureusement qu'il y a la circulation qui est tout le temps en mouvement, sinon on vivrait plus, et ça on le perçoit pas. Donc c'est là où on peut voir l'importance de ce que nous sommes en train de parler là actuellement, de ces mouvements incessants, soit dans un sens ou dans un autre, et que quand il y a un excès d'un côté ou d'un autre, il y a un blocage et ça crée la douleur, si je vous suis bien, et donc à partir de ce moment-là, il y a un déséquilibre qu'il va falloir rétablir. Et puis cette intuition que vous avez eue à travers cette baignoire, puisque rappelons-le, et ça je le tiens d'ailleurs grâce à pour moi un des meilleurs films qui a été fait avec vous, voire le meilleur, qui est malheureusement pas disponible sur internet, que vous avez fait avec deux personnes, 5-6 ans, enfin c'était en 2003 ou en 2004, je me rappelle plus exactement. Je me souviens plus non plus. Oui, je sais que j'ai eu un certain nombre d'interrogations ici. D'accord. Et donc il y avait donc des gens qui étaient venus vous voir, et donc ils ont vraiment fait un très bel interview. À mon avis, ils sont restés 2-3 jours pour vous interviewer. Et donc ils ont mis l'interview avec vous, et sur un autre CD, vous apparaissez lors d'une conférence avec, c'est moi maintenant qui ai un trou de mémoire, avec le scientifique qui est lié, Benveniste, voilà, avec Jacques Benveniste, où on vous voit en conférence avec lui. Et c'est là où donc c'est grâce à ce DVD et grâce à cette information lors de cette conférence que vous avez donnée en commun avec Jacques Benveniste, où il parlait que lui, en tant que biologiste, il parlait en nombre de molécules. C'est-à-dire un corps est constitué en nombre de molécules. Généralement, le chiffre que les gens ont en tête, alors les scientifiques, ça c'est encore plus grave, c'est parce que les scientifiques, c'est comme ça qu'ils parlent, et puis ils la voient pas, l'eau. Les scientifiques, ça les intéresse pas, puisque c'est l'eau, c'est invisible, et comme c'est invisible, c'est pas excitant, c'est pas sexy, si je peux parler de cette sorte. C'est pas intéressant de parler l'eau, de parler des protéines très complexes, de parler de l'ADN, de parler de tout ça. Là, ça devient beaucoup plus valorisant. Par contre, faire des recherches sur l'eau, c'est pas du tout valorisant. Et donc, on a tendance à parler de ce chiffre. Et alors, le grand public, tout le monde sait
qu'on est constitué entre 60 et 80%, ce qui est faux linguistiquement parlant. Parce que les 60 et 80%, c'est réel, mais il s'agit de la masse. Et donc, on parle de masse, mais on n'est pas constitué d'une masse. Par contre, notre masse est constituée entre 60 et 80%. À l'inverse, nous sommes constitués de molécules. Et là où je trouve que c'est ce que m'a apporté en tout cas la conférence où il y avait Jacques Benveniste, il disait, moi, en tant que biologiste, bon, il le dit clairement qu'il n'en avait rien à faire de l'eau, hein. C'est comme si, et d'ailleurs il a utilisé une image qui me parlait puisque je fais des vidéos, il disait, c'est un peu comme un cinéaste, au lieu de lui parler de son film, vous lui demandez les propriétés de la pellicule qu'il choisit pour faire le film. Donc ça ne l'intéresse absolument pas. Voilà comment il imageait, avec évidemment la manière de parler de Jacques Benveniste que vous connaissez. Et lui, il parlait d'un chiffre de 94,5%. Selon les calculs, j'ai vu ça avec Marc-Henri, on peut même aller jusqu'à 99%. Donc, et ça, c'est un chiffre sur lequel j'insiste avec le public. On est constitué, alors, et c'est là où on voit toute la pertinence de votre baignoire. C'est-à-dire que comme nous sommes constitués de 99% en nombre de molécules, notre corps est constitué à 99% de molécules, que il est tout le temps en mouvement, tout le temps animé de tourbillons. Et dans la baignoire, qu'est-ce qu'on trouve? De l'eau, des tourbillons, et donc un mouvement incessant. Voilà, donc si on vraiment on est sérieux et qu'on est logique et qu'on met pas de côté, qu'on est prêt à entendre tout et qu'on fait marcher sa logique, on peut se rendre compte que la baignoire de Jeanne, qu'on voit sur les images, et on peut ne pas être convaincu, mais ça peut être logique par rapport aux caractéristiques de l'eau. Encore faut-il connaître l'eau et vouloir la connaître. Il y a une dernière question, Jeanne, par rapport à la baignoire. Pourquoi 3 minutes? Car je rappelle que, en fait, la baignoire de Jeanne, et elle va nous l'expliquer, on ne doit impérativement pas dépasser les 3 minutes. Et donc, chaque cycle comporte à chaque fois des cycles de 3 minutes. Voilà, on ne doit pas rester plus de 3 minutes. Et la baignoire que moi j'ai testée... Surtout que c'est trop froid. Ah oui, en plus. Moi, quand je la teste, Florent, c'est-à-dire qu'au bout de 3 minutes, la baignoire, elle est arrêtée. Alors Jeanne, la question c'est pourquoi 3 minutes? Le temps qu'une variation se produise, mais il ne faut pas que ce temps soit prolongé, à mon avis, parce que à ce moment-là, c'est la sensation de froid. Il pourrait y avoir des problèmes. Tandis qu'en 3 minutes, il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Mais là aussi, c'est pareil, vous avez un peu comme un travail de chercheur, j'imagine, c'est-à-dire que vous avez essayé 1 minute, vous avez essayé 2 minutes, vous avez essayé 3 minutes, ensuite 4 minutes, et puis vous avez vu que 4 minutes c'était trop. Comment vous êtes devenu à ces 3 minutes? Oui, j'ai bloqué à 3. J'ai dit que c'est suffisant. Oui, mais comment vous saviez que 3 c'était suffisant? Vous avez fait des essais au-delà et puis vous avez dit non, c'est vraiment trop... Non, parce que là, vous avez quand même la sensation de froid. Ah, vous êtes arrêté simplement parce que vous et d'autres d'ailleurs, vous avez la grande majorité des gens, c'était pas plus de 3 minutes visiblement. C'est 3 minutes. D'accord. Je n'excédais pas du tout. Mais est-ce que alors je vous pose une question vraiment, j'essaye d'aller plus loin et essayer d'être un peu logique et donc de me dire, vous savez, parfois telle méthode ou telle comment je pourrais dire ça, ou tel remède va marcher sur un individu et puis sur un autre ça va pas marcher, il va falloir peut-être mettre un peu plus ou un peu moins. Est-ce que là on pourrait presque dire la même chose pour la baignoire? Est-ce que pour être plus complet dans ma question, est-ce que on pourrait essayer de se dire, moi par exemple c'est 2 minutes et puis pour l'ami avec qui je vais venir ça va être 5 minutes? Est-ce qu'on peut imaginer ça, Jeanne? Non, 5 minutes dans l'eau froide, c'est trop long. Ah, d'accord. Il faut pas que la sensation de froid dure. Évidemment, sur le coup, là, vous la ressentez, mais vous n'avez que le temps de la ressentir et vous sortez de la baignoire.
Mais est-ce que ça voudrait pas dire non plus que, est-ce qu'on peut imaginer finalement, parce que finalement 3 minutes, on va dire que c'est la sécurité, d'accord, c'est ce qui est apparu globalement de toutes les observations que vous avez faites, c'est ce chiffre-là qui vous est venu. Enfin, vous vous avez dit 3 minutes c'est trop, mais est-ce on pourrait imaginer que finalement avec cette baignoire, puisque chacun est de constitution différente, est-ce qu'on pourrait imaginer que quelqu'un soit à côté de l'arrêt électrique pour arrêter la baignoire, au moment où la personne dit non, là je ressens le froid et il faut arrêter? Est-ce qu'on peut imaginer ça? Je n'y ai pas pensé, mais au fond, j'en ai pas vu l'utilité, si vous voulez. Les 3 minutes, c'était très bien supporté. Bon. Parce que, en plus, si je devais aller même un peu plus loin, je crois que vous l'avez même d'ailleurs dit tout à l'heure, les choses ont changé aujourd'hui. J'imagine que les corps avec lesquels vous avez fait des observations dans les années 60, on n'a pas fondamentalement changé, bien sûr, mais quand on voit comment le corps arrive à recevoir autant comment je pourrais appeler ça, de la part de toutes les ondes nocives, etc. On arrive quand même à ne pas être tout le temps à tomber malade. D'ailleurs, je dirais même que parfois il y en a, ils vivent à côté d'un pylône électrique ou d'un pylône d'une antenne Wi-Fi, ils n'ont pas de souci de maladie. Puis il y en a d'autres qui vont se mettre à cette place-là, et puis eux, ils vont ce qu'on va appeler d'ailleurs les électrosensibles. Est-ce qu'on peut pas dire ça non plus? Après, comme moi, je ne tiens des informations que de part de Florent, donc c'est pour ça que je vous pose des questions. C'est vous qui avez créé la baignoire. C'est pour ça que ça m'intriguait, les histoires des 3 minutes. L'ensemble des conditions de vie joue certainement un rôle sur le plan de la sensibilité. Alors, si vous avez quelqu'un un peu plus détraqué qu'un autre, si on peut dire, le problème ne sera pas exactement le même. Ce que j'ai cherché au fond, c'était à provoquer des réactions éliminatoires. Et les chiffres, les 90 tours que j'avais adoptés, à fois j'ai jugé suffisant. Remarquez, là aussi, ça a été repris. Voyons, quand j'ai arrêté, ça avait été repris par, je me rappelle son nom. Qui s'était intéressé, c'est un particulier là aussi, qui s'était intéressé à cette baignoire, qui aurait voulu que ça marche. Et ça n'a duré que très peu de temps, il est décédé. Et cette baignoire a été reprise par un médecin. Alors là, lui, il a fait toute une série de transformations, parce que je sais que les bains, je crois que c'est un quart d'heure, il a modifié la température, il a ajouté, je ne sais plus quoi, un système respiratoire, c'est plus, ça ne correspond plus du tout, je ne sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Là, il me vient encore d'autres questions. Je croyais que c'était la dernière, mais il y en a d'autres là, puisque c'est. Ensuite, il y a ce mouvement. Alors, vous parlez de cosmos. Si on parle de l'eau, du cosmos, c'est quand même en nombre de formes, c'est quand même l'infini. Ça, vous vous en êtes rendu compte rapidement que vous faisiez enfin, il y avait ce mouvement, on le voit, puisqu'il y a les 2 tourbillons, et puis finalement ça représente ça, les 2 tourbillons qui sont dans un sens et dans un autre. Est-ce que ça aussi vous avez pu déduire des observations, enfin des explications ou par rapport à une relation que vous pourriez créer finalement, enfin qu'on crée finalement avec le cosmos? Là, on est dans le spéculatif bien sûr, mais quand on regarde bien les images, on voit bien ce chiffre qui signifie l'infini, très connu par les mathématiciens. Est-ce que vous êtes intéressé aussi à ça, à cette particularité de la baignoire? C'est évidemment une réplique, si on peut dire, des problèmes cosmiques.
mis à la disposition des gens. C'est ce double système tourbillonnaire. Au fond, si vous prenez par exemple, on va revenir à la nature, là. Si vous prenez le phénomène des marées, vous avez un mouvement ascendant, puis qui devient descendant. Les deux sont toujours liés. Et ils sont liés dans tout organisme vivant. Et il faut le rappeler, enfin, est-ce que besoin de le rappeler que nous venons tous de l'océan. Donc, oui. Grâce à René Quinton, entre autres, on a pu confirmer on a pu vérifier grâce à toutes les expériences qu'il a pu faire par rapport à ça. Parce que moi je vous parle en plus et je suis très sensible par rapport à parce que c'est une onde de forme et que comme toute onde de forme, elle crée une connexion à quelque chose. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le spéculatif parce que là c'est un terrain glissant pour moi. Mais j'ai eu la chance de faire une formation de massage. Je ne sais pas si vous connaissez l'Ayurveda. Alors je le prononce peut-être mal. C'est de la médecine indienne. Voilà. Et alors, ce qui est très particulier avec ce genre de massage, c'est qu'on débute le massage. Alors, en tout cas pour le massage que j'ai appris, qui a été adapté pour les Occidentaux, et comment je l'ai appris, la personne est sur le dos, et on commence le massage par justement en faisant ce signe de l'infini pour connecter l'être humain à l'univers. Voilà. Donc, c'est là où ça devient très très fort, c'est que, bon, vous, c'est pas ça que vous avez voulu créer au départ. Vous c'était l'un, ces deux tourbillons, et puis vous avez constaté, comme là, on peut le voir sur les images, que ça fait le chiffre de l'infini, et ça rejoint, parce qu'en plus l'infini, on peut parler aussi de l'éternité, et alors ça peut aussi expliquer pourquoi beaucoup de personnes, je le tiens de la part de Florent, ça serait intéressant, vous pourriez peut-être me confirmer ou infirmer ce que je vais vous dire, c'est que souvent, une des sensations des personnes qui essayent la baignoire, c'est que pendant les 3 minutes, ils ne voient pas le temps, ils n'ont plus la notion du temps. Est-ce que, de par vos observations, vous auriez quelque chose d'autre à dire par rapport à ça, pourquoi on n'a plus cette notion de temps donc dans cet espace qui est délimité par les 2 barres et où justement vous arrivez à recréer l'équilibre par ces 2 tourbillons en sens inverse. Ça replonge, si on peut dire, dans les problèmes cosmiques. Tout le problème est là. Mais est-ce que vous avez, de par les gens que vous avez été amenés à observer dans la baignoire, est-ce que vous avez aussi, beaucoup de personnes vous ont dit aussi, puis vous la première, quand vous avez essayé, est-ce que vous avez ressenti justement vous n'aviez plus la notion du temps? C'est pas quelque chose que vous... Je ne veux pas dire que je m'en sois vraiment rendu compte, mais c'était surtout une sensation de bien-être. D'être pas comme d'habitude, si on peut dire. Et là, vous nous parlez en plus d'une époque qui était quand même pas aussi stressante qu'aujourd'hui. C'était différent. C'était différent. Donc on imagine dans quel état on peut être et puis comment on peut avoir vraiment besoin d'un appareil comme celui-ci qui est la baignoire. Et est-ce que parce que j'ai montré les images de la baignoire à quelques personnes et dernièrement, et la première chose qui leur est venue, alors vous allez aussi me dire si vous avez eu cette idée-là, enfin si ça vous est venu aussi après coup, quand vous aviez terminé sa conception. Est-ce qu'on peut finalement le comparer à un cours d'eau de rivière dans une montagne? Est-ce que vous croyez que ça aurait les mêmes effets? Vraisemblablement. Il y a vraisemblablement une relation. Il y a aussi des études qui ont été faites. Ça remonte loin, ça. Qu'est-ce qu'il était? Est-ce que c'était
Est-ce que je sais plus si c'était en Yougoslavie ou quelque part dans le centre de la France en tout cas, où les mouvements de l'eau dans les torrents ont été étudiés. Et alors là aussi, il y a eu une remarque de fait, l'eau tourbillonne, et quand vous arrivez, par exemple, à un croisement ou à un tournant, elle change de sens. Je me souviens plus de son nom, non plus. Nécessairement lointain. Parce qu'une des premières impressions quand on voit la baignoire en mouvement, c'est on a l'impression d'être dans une eau de torrent. Oui. Donc là, c'est comme si vous aviez créé, et c'est là où ça devient incroyable, c'est-à-dire qu'on peut avoir une eau de torrent chez soi. Ma foi, si on peut avoir la baignoire et une eau qui soit à peu près correcte. Ah bah là c'est plus que correct, hein. C'est carrément une eau de torrent de montagne qu'on a chez soi, c'est quand même assez extraordinaire. Bon après ça prend de la place et il faut vouloir la concevoir. Bon, enfin bon, les plans sont sur internet, les gens s'y sont un peu bricoleurs. En tout cas après c'est à tester pour les gens qui veulent tester. Est-ce que ce serait possible de dimension plus réduite? Je ne sais pas, parce que ça n'a pas été fait. Oui, bah justement, tiens, vous me faites penser à une question, ça serait ça, parce que là on a parlé des 90 tours minutes, on a parlé des 3 minutes, on a parlé de l'importance du pH au centre de cette zone qui va permettre. Alors, excusez-moi, j'ai pas retenu, c'est l'effet. Ah, vous m'avez dit qui va permettre de réaction éliminatoire. Provoquer une réaction éliminatoire. Voilà, merci. Et est-ce que, alors malheureusement, et c'est vrai que là, je constate en fait au fil de mes questions que je vois aussi que vous avez eu très peu de pratique avec cette baignoire malheureusement, donc il y a des choses à laquelle vous n'avez pas pensé. Et qu'à la limite, moi, vu que j'ai contacté et que je vois vraiment assez régulièrement Florent, qui lui a une pratique avec lui et sa famille, donc il peut vraiment me donner plus d'éléments, vous, bizarrement, mais c'est comme ça. Vous nous avez expliqué pourquoi vous n'aviez pas pu faire plus d'observations, malheureusement. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question, et c'est justement votre remarque là qui m'y fait penser, pourquoi ces dimensions-là, en fait ? Pourquoi cette dimension d'hélice ? Est-ce que finalement, parce que j'imagine qu'il y a quand même la force, c'est-à-dire qu'il y a les 90 tours minutes, mais si c'était des hélices qui étaient plus petites ou plus grandes, la force aurait été différente. Est-ce que vous avez fait des essais avec des plus petites hélices ou avec des plus grandes hélices, ou c'est les premières qui vous sont venues, ou il n'y aurait pas quelque chose avec un chiffre d'or ou... Là, je ne sais pas. À l'intuition. Là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais est-ce que c'est vous qui avez fait les mesures ou c'est par exemple là c'est le concepteur qui va prendre les mesures de l'hélice? C'est-à-dire que effectivement j'avais réalisé un plan, mais enfin au fond ce sont des questions qui se sont proposées. Donc finalement vous avez je dis tiens je vais faire une hélice de tant de centimètres. Et puis voilà, vous vous êtes pas posé plus de questions par rapport à ça? Non, j'ai cherché évidemment un mouvement tourbillonnaire assez fort, si vous voulez, parce que j'avais toujours en tête ces idées de torrent qui donnaient des réactions extraordinaires. Alors là, quelles sont les limites? J'en sais absolument rien, parce que j'ai pas pu travailler. Mais enfin... De toute façon, il y a eu des améliorations normales. Tout comme vous n'avez pas mesuré, par exemple, il faudrait peut-être une certaine dose, enfin un certain volume d'eau. Ça non plus, vous n'avez pas pris le temps, ou vous n'avez pas eu le temps de... Non, là aussi, je cherchais à avoir quelque chose qui enveloppe vraiment la personne,
que l'action se produise au niveau de l'épiderme, un peu à tous les niveaux, si vous voulez. Et d'ailleurs, on peut le voir vraiment sur les images qui ont été tournées, comment on voit vraiment ce que vous êtes en train de dire là. C'est-à-dire, là, pour le coup, ça a vraiment été... On sent que l'eau enveloppe le corps. Et alors, ce qui est extraordinaire, pour l'avoir essayé, c'est que, en plus, le volume d'eau qui est nécessaire pour juste envelopper, finalement, la tête n'est jamais dans l'eau. C'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire que c'est en mouvement et ça arrive, vraiment tout est enveloppé jusqu'au cou et puis c'est tout. Alors évidemment il y a des éclaboussures, on ne sait pas, mais la tête n'est jamais au contact de l'eau finalement. Et évidemment, souvent, elle est quand même passablement aspergée. Oui, ça quand même on est bien aspergé. Et alors justement j'ai d'autres questions qui viennent. Là encore une fois c'est très intéressant de l'avoir essayé comme ça. J'ai des questions qui me viennent parce que je me suis posé ces questions-là quand j'ai essayé. À chaque Donc Florent, lui, prend de l'eau qui va puiser à des kilomètres de profondeur. Donc c'est une eau qui, là, on en parlait tout à l'heure de la qualité de l'eau pour la baignoire. Là, on peut imaginer que l'eau est de très 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 bonne qualité. Donc il remplit la baignoire, fait un premier cycle de 3 minutes, et ensuite on peut commencer à prendre le bain. Donc cycle de 3 minutes pour la personne qui est dans la baignoire. Et puis ensuite se passe un phénomène qui est très intéressant, c'est quand on sort de la baignoire, l'eau, bien sûr, a fait son travail avec notre eau intérieure, on peut dire ça comme ça. Oui, Jeanne. Et l'eau est une petite pollution émotionnel, ou en tout cas de quoi on parle depuis tout à l'heure, parce que le corps, comme on l'a bien compris d'explication de Jeanne, c'est que le corps est bloqué ou a un déséquilibre avant d'être bloqué. Donc on peut le prévenir en faisant d'ailleurs des bains régulièrement pour éviter d'être bloqué, qui là est facteur de douleur. Donc pour recréer un équilibre. Et il se trouve que donc après ce bain, et d'ailleurs c'est ce qu'on fait nous quand on prend un bain, eh bien, on jette l'eau, d'une certaine manière. On la remet à l'égout. Ce que fait Florent, c'est qu'il ne la remet pas directement dans son cycle, parce qu'il est agriculteur, donc il réutilise l'eau. Il ne s'en débarrasse pas tout de suite. Il va réutiliser les cycles. Donc, il va utiliser le mouvement tourbillonnaire pour redonner à l'eau sa structure originelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, alors, est-ce que ça vous est venu de vous ? Est-ce que ça fait partie du protocole Non. Non, je n'ai pas pensé. Ah, vous d'accord. Je n'y ai pas pensé, non. Quand l'eau avait servi pour un bain, pour moi, c'était l'évacuation. Eh bien, écoutez, ce qui est intéressant, c'est que Florent, justement, lui qui en fait une utilisation, il a vu ça. Donc je rappelle que c'est complètement normal que Florent, que je tienne plus d'informations de Florent, qui a fabriqué cette baignoire, qu'il l'utilise depuis des années. Finalement, il a réussi à faire ce que Jeanne n'a pas réussi à faire, puisqu'elle l'a pratiqué. Alors, elle a conçu la baignoire, mais elle n'a pas eu le temps d'observer, puisqu'elle a eu des gros problèmes, et voilà, comme elle nous l'a expliqué tout à l'heure. Donc, c'est pour ça que parfois Jeanne est un peu étonnée des retours que je lui fais, parce qu'elle n'a pas eu le temps d'essayer tout ça. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant, parce que j'ai le point de vue de quelqu'un qui l'a pratiqué pendant des années et de la conceptrice, donc c'est très intéressant. Et donc, alors, pour finir mon explication, alors ce qui se passe, c'est que selon les personnes, eh bien, pour certaines personnes qui vont être très 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 abîmées entre guillemets, c'est-à-dire qui vont être émotionnellement au ras des pâquerettes, qui vont être ou soit déprimées ou qui vont avoir un déséquilibre vraiment très important, Florent s'est rendu compte qu'il fallait beaucoup de cycles pour nettoyer l'eau. Donc ça va fluctifier entre, fluctifier c'est pas le mot, mais ça va varier, voilà, ça va varier entre 3 cycles pour l'un, celui qui sera pas, donc 3 cycles de 3 minutes pour quelqu'un qui sera pas trop pollué, et par contre ça peut aller jusqu'à 20 cycles de 3 minutes pour vraiment rétablir l'eau. Donc pour ce faire, il voit la forme du vortex, et quand le vortex prend une forme très particulière,
en gros, c'est la forme qu'il verra et qu'il voit quand il prend l'eau à la source. Au premier cycle, le vortex forme un vortex. Et en fait, par la pratique, il a appris à reconnaître par les vortex et la forme que faisait l'eau par les vortex, après le bain de la personne, il a appris à regarder est-ce que l'eau est comme dans son état originel ou pas. Et tant que l'eau n'est pas dans son état originel, il remet des cycles d'eau et à un moment donné, quand elle retrouve cette structure, cette fois-ci, il la jette. Ça, évidemment, c'est une chose que je n'ai pas faite. Voilà, donc vous ne pourrez pas m'en dire plus par rapport à ce sujet. Et on voit d'ailleurs l'eau, après la fin d'un cycle, on voit des milliers de micro-tourbillons, où quand l'eau récupère en fait toute sa structure, et on voit tous ces tout petits tourbillons qui continuent à quelques secondes après la fin du cycle. Voilà. Bon, et écoutez, on finit là pour cette partie-là où on a parlé exclusivement de la baignoire de Jeanne. C'était vraiment super. Merci Jeanne. Il n'y a vraiment pas de quoi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui... alors, je parle entre autres pour les gens qui connaissent la baignoire, donc cette fameuse baignoire qui est quand même très intrigante, parce qu'effectivement, il n'y a que de l'eau, mais il y a beaucoup d'amoureux de l'eau quand même en France, et c'est vraiment un sujet qui est très très connu, et on est tous frustrés justement qu'il n'y ait pas eu plus... Vous la première, hein, bien sûr. Donc là on en sait j'espère un peu plus, et en plus on aura des images, donc voilà, ça sera vraiment quelque chose d'un peu plus clair pour des personnes qui veulent se faire une idée. Donc il y a tous les gens qui connaissent déjà le sujet, puis les gens qui connaissent pas et qui vont forcément s'y intéresser. Ça va leur ouvrir la conscience, je dirais, pour une autre manière de guérir, ou une autre manière de concevoir la maladie. Et puis alors, je suis très content d'une autre manière de concevoir la douleur. Oui, ça oui. Parce que c'est assez énigmatique aussi la douleur, hein, et on voit dans quel état on est quand on a mal. Et Jeanne, c'est vrai, je m'en étais pas souvenu, Jeanne a étudié aussi la douleur, et on peut dire que grâce à cette étude de la douleur est venue la conception de la baignoire. Donc merci pour ce cadeau, Jeanne. Et puis peut-être qu'on vous reverra à travers un autre podcast un peu plus tard dans l'année, quand on aura peut-être fait un autre projet qui tournera encore autour de la baignoire. Voilà. Jeanne, merci beaucoup. Est-ce que vous auriez un mot de la fin par rapport à l'eau, pour dire à tous les gens qui vont vous découvrir à travers ce podcast un conseil, comme une grand-mère que vous seriez pour nous, quel mot vous pourriez nous transmettre en guise de conseil? C'est surtout sur l'ensemble des conditions de vie. L'alimentation d'une part, s'abstenir dans la mesure du possible de tout ce qui est chimique, éviter d'utiliser l'eau du robinet pour l'alimentation, ce qui ne veut pas dire que l'eau conditionnée soit parfaite. Admettons que les inconvénients soient moindres. Mais tout est à revoir. C'est au fond la conclusion que je vous disais tout à l'heure. La science est à revoir. Sic transit gloria mundi. Voilà, ça c'est la traduction en latin, c'est ça? Oui. Ainsi passe la gloire du monde. Voilà. Mais je pense que les gens, quand ils verront les images, ils vont être vraiment très 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 impressionnés par le fabuleux travail que vous avez fait avec l'eau, et pour justement guérir de certaines souffrances, de certaines maladies. C'est que les extrémités, que ce soit les mains, que ce soit les pieds, dans la médecine chinoise, ça a une très grosse importance. Et il y a des attributs, des spécificités à chaque doigt ou à chaque orteil. Et au fond, c'est à ce niveau, surtout, qu'on joue avec la baignoire, et aussi, bien sûr, avec l'ensemble de l'épiderme. C'est provoquer des réactions éliminatoires.
Ah écoutez, on rebondit sur quelque chose. C'est une chose, mais si on peut provoquer l'élimination de ce qui est à l'origine de la douleur, c'est encore beaucoup mieux, parce qu'à ce moment-là, elle ne se reproduira pas. Tandis que vous bloquez, bon, vous ne souffrez plus, oui, et si vous n'avez rien éliminé, ça recommencera. Ouais. C'est un cycle de la médecine actuelle, ça. Alors si je vous comprends bien, en fait, par exemple, la baignoire, ça aurait... Dans un premier temps, c'est c'est un outil nécessaire parce que on a trop été dans un sens. Donc on remet le corps dans un équilibre, mais ensuite c'est à l'individu de se prendre un peu en charge et donc de suivre les conseils que vous donniez tout à l'heure, c'est-à-dire de boire une eau qui soit pas d'une eau détruite par la chimie, donc comme l'est l'eau du robinet, car il faut savoir qu'en France il y a obligation de chlorer l'eau. Ça, c'est malheureusement... donc, c'est une eau qui est plus vivante du tout. Et ce qui caractérise d'ailleurs l'eau de la baignoire de Jeanne et l'eau qu'on trouve dans les torrents, c'est que c'est une eau vivante, parce qu'elle est tout le temps en mouvement. Absolument. Alors que l'eau du robinet n'est plus en mouvement. Et le problème de ce que vous appeliez les eaux conditionnées, c'est les eaux en bouteille que Jeanne voulait parler, et que le problème des eaux en bouteille, c'est que elles sont stockées dans les bouteilles, donc il y a tout un problème déjà au niveau de parce l'eau n'est plus en mouvement, et qu'en plus il y a l'aspect plastique qui est un problème, où il y a un peu de ces éléments de la bouteille qui viennent s'infiltrer forcément dans l'eau. Donc moi, pour compléter, Jeanne, peut-être un autre conseil par rapport à ça, un truc très simple pour dynamiser l'eau, ça serait tout simplement, par exemple, de la faire bouillir à 100 degrés pour que l'eau retrouve son état, où toutes les pollutions chimiques soient détruites, même si peut-être toutes les pollutions, toutes les substances chimiques ne peuvent peut-être pas être détruites à 100, mais au moins une grande partie peuvent être détruites à 100 degrés quand on fait bouillir l'eau. D'ailleurs, c'est une méthode qui est utilisée dans les hôpitaux pour stériliser les outils. On les fait bouillir tout simplement dans l'eau. Et ensuite, donc là, on enlève tous les microbes, on enlève tout ça, et ensuite on laisse tous les virus, les bactéries, etc., qui sont impropres à la consommation. Ensuite, on laisse l'eau au soleil. Et là, on a une information cosmique, qui est le soleil. Et après, avant de prendre l'eau, on la met en mouvement, on la secoue. Et là, on a une eau dynamisée naturellement. Vous savez, c'est en Suisse aussi, Konrad Rischli, qui a repris une technique qui avait été mise au point. Est-ce que c'était un tchécoslovaque ou yougoslave, je ne sais pas. Mais il utilise. C'est une forme d'entonnoir, si vous voulez, tourbillonnaire. Vous videz l'eau qui s'écoule là, tout en tourbillon. Alors là aussi, si on utilise ce système, on peut constater d'ailleurs que si on fait couler l'eau 3 ou 4 fois de suite, l'écoulement est beaucoup plus rapide qu'à la première fois. Donc là aussi, il n'y a pas eu de mesures bioélectroniques de fait, parce que j'ai connu ça trop tard, mais il y a une différence. Eh ben voilà, ça sera le mot de la fin. Faites des tests et comme ça vous pourrez constater ce que dit Jeanne. Effectivement, de prendre quelque chose qui puisse faire tourbillonner l'eau, comme vous l'expliquez, et puis de s'apercevoir qu'au bout du quatrième remplissage avec ce tourbillon, on voit l'eau se remplir de façon beaucoup plus rapide. Je vous dis, j'ai aucune mesure de fait là-dessus parce que j'ai connu ça beaucoup trop tard. J'avais arrêté à ce moment-là de travailler. Mais Konrad Rischli, il y a longtemps que je le connais, il s'intéressait lui aussi au problème de l'eau depuis assez longtemps. Il essaie lui aussi de faire quelque chose, de se rendre utile dans la mesure où c'est possible. Merci beaucoup, Jeanne. Il n'y a vraiment pas de quoi. Et puis peut-être à une prochaine fois parce que vous êtes un puits de science au niveau de l'eau, donc puis là c'est vraiment le cas de le dire, un puits de science sur l'eau.
Hein, donc vous nous êtes toujours très très utile par rapport à vos connaissances pour les partager. C'est un problème qui m'a passionné absolument, parce que j'ai été très surprise au départ, moi, quand j'ai commencé à faire des mesures, de voir les variations qu'il y avait. Je me dis, est-ce que je me suis trompée? C'est la question que je me posais au départ. Et puis alors ensuite, c'est des variations qui suivent un mouvement cosmique. Puis évidemment le problème des marées qui m'a beaucoup intéressé aussi, qui m'a valu d'entendre dire qu'on perdait son temps quand on s'y intéressait. Ah, vous n'avez pas perdu votre temps, croyez-moi. Merci beaucoup, à très bientôt.